L'opération True Promise 3 vient d'entrer dans l'histoire contemporaine comme le premier conflit où l'invincibilité israélo-américaine s'effrite en temps réel, sous les yeux sidérés de la planète. En moins d'une semaine, des gerbes de feu ont déchiré le ciel de Tel Aviv, d'Haïfa et de Beersheva, les sirènes d'alerte ont retenti jusque dans les kibboutz du désert du Negev, tandis qu'à Téhéran, les habitants comptaient les impacts de missiles de précision sur des parkings d'immeubles résidentiels. Le contraste est glaçant. D'un côté, une puissance régionale qui se croyait intouchable découvre les entrailles de sa vulnérabilité, de l'autre, un pays sous sanctions depuis 45 ans prouve qu'il a atteint une maturité stratégique insoupçonnée. Le ministère iranien de la Défense diffuse chaque nuit des enregistrements infrarouges montrant ses droneleurs déroutant les systèmes Iron Dome et David Sling. Les analystes occidentaux, incrédules, observent ces cibles factices détourner des missiles antiaériens à plusieurs centaines de milliers de dollars l'unité. Pendant ce temps, de vrais Shahed 136 et Zulfikar prennent pour cible des bases aériennes comme Nevatim et Ramat David, obligeant l'aviation israélienne à disperser ses appareils sur des pistes secondaires improvisées. Sur les plateaux américains, les faucons néo-conservateurs réclament déjà un mur de feu le long du golfe Persique, tandis que d'anciens officiers, plus prudents, rappellent qu'entrer de front dans un théâtre saturé de missiles balistiques et de drones kamikazes reviendrait à exposer la flotte américaine à des pertes d'une ampleur inédite depuis la Seconde Guerre mondiale. Certains citent même le tristement célèbre exercice Millennium Challenge 2002, où une force rouge inspirée de l'Iran avait virtuellement coulé 16 navires US en 24 heures. Au Conseil de sécurité, les débats frôlent la cacophonie. Les États-Unis, sous la pression d'alliés européens inquiets pour l'approvisionnement pétrolier, brandissent le veto contre une résolution d'appel au cessez-le-feu. La Russie et la Chine exigent une enquête indépendante sur l'usage d'armes à sous-munitions dans les frappes israéliennes sur Téhéran et Qom. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, multiplie les conférences de presse sans parvenir à arracher ne serait-ce qu'une pause humanitaire. Dans les rues de Washington, des manifestations simultanées se succèdent. À quelques pâtés de maisons du Capitole, les soutiens irréductibles d'Israël agitent des pancartes « Stand with the IDF », tandis que sur le Mall, une foule brandit des drapeaux iraniens, irakiens, libanais. Les deux cortèges se croisent et la police dresse des barrières pour éviter l'affrontement. Sur les réseaux sociaux, le mot dièse #WeAreNotInvincible fait écho à #IranWillNeverKneel, un duel de narratifs qui illustre la fracture grandissante au sein de l'opinion publique occidentale. La Maison-Blanche, de son côté, jongle avec des communiqués contradictoires. Le porte-parole du Pentagone admet que 2 drones MQ-9 Reaper ont été perdus au-dessus du Golfe, sans préciser si « perdu » signifie abattu ou brouillé. Dans la même heure, Donald Trump tweetait « Nos forces sont plus prêtes que jamais ». Un message aussitôt tempéré par le commandement central, CENTCOM, qui évoque la nécessité d'éviter toute escalade irréversible. Pendant ce temps, dans les couloirs feutrés du Likoud, des ministres fustigent la témérité de Benyamin Netanyahou. Certains le soupçonnent d'avoir déclenché la frappe initiale sur l'Iran pour détourner l'attention de sa crise politique intérieure et de son procès pour corruption. Des familles évacuées de Kiryat Shmona dorment dans des centres sportifs improvisés, se demandant comment le gouvernement a pu laisser la « bulle de sécurité nord » s'effondrer en quelques heures. À Téhéran, les autorités distribuent des kits de survie et publient des cartes indiquant les abris antiaériens. Le journaliste Mohamed Rondi décrit en direct la stupeur des habitants. « Nous savions qu'Israël attaquerait tôt ou tard, mais nous découvrons qu'il vise des crèches, des hôpitaux. 20 enfants viennent de périr dans mon quartier. » Sa vidéo devient virale, renversant le récit dominant dans plusieurs capitales occidentales. Sur le front énergétique, le baril de Brent dépasse $140, un niveau ultime jamais vu depuis la crise de 2008. Les marchés redoutent la fermeture du détroit d'Ormuz, par lequel transite 20% du pétrole mondial. Les pétromonarchies du Golfe, alliés traditionnels des États-Unis, sont divisées. L'Arabie saoudite demande en coulisses des garanties de défense, tandis que le Qatar s'offre comme médiateur indirect entre Washington et Téhéran, un rôle déjà expérimenté lors des négociations afghanes. Dans la bande de Gaza, les factions palestiniennes hissent des banderoles saluant la riposte iranienne au nom de toutes les victimes de l'agression. Les analystes israéliens s'alarment, la simultanéité des fronts Gaza, Liban Sud, Cisjordanie et maintenant Iran, met à nu la limite des effectifs de Tsahal. Plusieurs réservistes, rappelés d'urgence, confient à la presse leur épuisement. On nous avait dit qu'après le Liban en 2006, l'armée serait prête à tout. Là, c'est un autre cosmos. À Bruxelles, l'OTAN convoque une session extraordinaire. Les États membres d'Europe centrale, déjà engagés jusqu'au cou en Ukraine, s'inquiètent d'un surétirement stratégique.
Berlin craint que la casse financière d'une nouvelle aventure militaire n'achève un tissu industriel déjà fragilisé par la crise énergétique post-2022. Paris, malgré son discours de fermeté, propose discrètement que l'UE se substitue à Washington pour relancer un JPOA 2.0, accord nucléaire élargi à la question balistique. Mais l'heure n'est ni aux signatures ni aux poignées de main. Téhéran profite de son avantage psychologique, il exhibe ses nouveaux missiles hypersoniques Fatah 2 capables de manœuvrer à Mach 15. Au mépris des satellites espions, il publie des séquences 4K d'essais en vol filmées par drone suiveur. Le message est limpide, nous pouvons frapper vite, loin, et éviter vos défenses. Pour Donald Trump, le casse-tête est total. Englué dans la guerre d'Ukraine, il doit aussi gérer la rivalité sino-américaine en Indo-Pacifique, tout en faisant campagne pour sa réélection. Ses conseillers politiques redoutent une « spirale du sacrifice ». Chaque avion abattu, chaque navire touché pourrait faire basculer l'opinion vers l'isolationnisme. Or l'industrie de défense, colonne vertébrale d'États charnières comme la Virginie ou l'Alabama, pèse lourd dans la balance électorale. Dans ce climat, certains stratèges évoquent une option Nagato 945. Frapper massivement l'Iran pour restaurer la crédibilité américaine, puis négocier. Le général Mackenzie, ancien chef du CENTCOM, met en garde, les Américains ne réalisent pas ce que représenterait un tel engagement, il faudrait mobiliser 400 000 hommes, ouvrir des hôpitaux de campagne au Koweït, reconstruire l'essentiel de la logistique du corps expéditionnaire de 1990. Inimaginable politiquement. Sur le terrain, les faits s'accumulent, un F-35I à dire crédité d'une technologie furtive tombe d'après Téhéran sous le feu d'un missile solaire Bavard 373 modernisé. Des images non authentifiées montrent l'appareil éventré, canopé arraché, gisant dans une zone agricole au sud d'Ispahan. Israël, muet, se contente d'évoquer un incident mécanique. L'armée de l'air américaine, elle, redoute que ces débris ne finissent dans les laboratoires de Moscou ou de Pékin. Entre-temps, les marchés obligataires américains détectent la panique. L'écart de taux entre bons du Trésor à 10 ans et bons à 3 mois atteint un niveau indicateur de récession. Wall Street s'affole, on se souvient que la seule fermeture d'Ormuz dans l'histoire moderne, hypothèse jamais réalisée, pourrait retrancher 2 points de PIB à l'économie mondiale en moins d'un trimestre. À Jérusalem-Ouest, la Knesset vote un budget d'urgence de 30 milliards de dollars pour la défense. Les parlementaires arabes israéliens quittent l'hémicycle en signe de protestation, tandis que sur les bancs du Likoud, on murmure que, après Gaza, nous voici Gaza. Une phrase qui résonne comme un aveu. L'arsenal de dissuasion que représentait jadis l'alliance inconditionnelle Washington-Tel Aviv a perdu de sa magie. De l'autre côté de la ligne verte, en Cisjordanie, le couvre-feu s'est prolongé de 10 jours. Les checkpoints sont fermés et les ambulances palestiniennes peinent à franchir les barrages. Paradoxalement, la confrontation avec l'Iran a détourné une partie des unités israéliennes du front interne, laissant les colons les plus radicaux mener des expéditions punitives dans plusieurs villages près de Naplouse. Malgré tout, l'Iran n'est pas à l'abri, ses défenses antiaériennes interceptent l'essentiel des projectiles, mais des éclats retombent sur des quartiers civils. L'hôpital Modar de Karaj vient d'ouvrir 2 ailes supplémentaires pour les brûler et les traumatiser. Les vidéos d'infirmières épuisées, en blouse maculée, implorant la Croix-Rouge d'envoyer des morphiniques, circulent sur Telegram. Et la question majeure demeure, jusqu'où ? True Promise 3 a déjà pulvérisé les certitudes de la doctrine militaire israélienne et fissuré la posture de suprématie américaine. Une entrée en lice officielle des États-Unis risquerait non seulement d'ajouter un front à l'Ukraine et à l'Indo-Pacifique, mais aussi de précipiter le système financier international dans une crise sans précédent. À l'inverse, un retrait signifierait pour Israël un abandon perçu comme existentiel, et pour Washington une perte d'influence irréparable au Moyen-Orient. En attendant ces décisions, l'Iran consolide ses alliances. Le Hezbollah place 150 000 roquettes en état d'alerte au Liban Sud, Ansarallah au Yémen annonce qu'il couvre désormais l'espace aérien d'Ela avec ses drones Kassef. En Irak, les brigades pro-iraniennes jurent d'attaquer toute base américaine, depuis Mossoul jusqu'au Koweït, si un avion US pénètre l'espace iranien. Dans les capitales du Sud global, l'heure est à la reconfiguration. Pretoria convoque le Conseil de sécurité de l'IA, Brasilia propose une médiation Sud-Sud, New Delhi, qui aspire à un siège permanent à l'ONU, se positionne comme « puissance responsable » et tente de maintenir ses approvisionnements en énergie sans contrarier Washington. Comme souvent, la crise moyen-orientale devient le révélateur des ambitions et des fissures de l'ordre mondial. Quoi qu'il en soit, la légende du mur d'acier israélo-américain a pris l'eau. Les missiles hypersoniques filmés au-dessus de Tel Aviv, les F-35 en flammes à Ispahan, les appels désespérés de Tel Aviv à Washington, tout cela tisse un récit nouveau.
celui d'un monde multipolaire où même une puissance sanctionnée peut, au nom de sa souveraineté, ébranler un bloc que l'on disait indétrônable. Option 1, Washington s'implique, assume des pertes, et déclenche une ère de confrontation ouverte, aux conséquences économiques et nucléaires létales. Option 2, Israël se résigne à un cessez-le-feu humiliant, quitte à voir son gouvernement chuter et ses alliances régionales s'effriter. Option 3, une médiation improbable impose une désescalade surveillée, mais laisse la région sur un volcan, chaque camp fourbissant déjà la trou promise 4. L'histoire retiendra que, sous le fracas des missiles et des tweets incendiaires, un paradigme s'est fissuré. La dissuasion classique au Moyen-Orient ne tient plus. Trou promise 3 a déplacé les lignes. Désormais, aucune capitale ne pourra prétendre que un coup de semonce suffira. Et si la leçon géopolitique n'est pas apprise à temps, la prochaine salve pourrait bien ne laisser à personne le luxe de la commenter. Pendant que les chancelleries occidentales s'agitent, Pékin entre discrètement dans la danse. Officiellement neutre, la Chine propose d'ouvrir à Shanghai un canal de sécurité, réunissant les chefs d'état-major iraniens, russes, turcs et saoudiens. Entre les lignes, il s'agit d'entériner un nouveau format Asie-Moyen-Orient où Washington n'aurait, pour la première fois, qu'un strapontin si elle l'accepte. Ce déplacement du centre de gravité stratégique fait trembler les places boursières. Le yuan grimpe, le dollar s'effrite d'un quart de point face à un panier de devises émergentes. Au Congrès américain, la fracture idéologique se fait brutale. Un bloc bipartite, mené par Lindsey Graham et Hakeem Jeffrey, réclame un vote des « autorisations de la force » contre l'Iran. Mais une coalition inattendue de libertariens, de progressistes et de républicains populistes dépose un contre-projet interdisant le financement d'opérations militaires supplémentaires sans consultation populaire. Les sondages montrent 62% d'électeurs opposés à une guerre ouverte, le spectre du Vietnam hante les couloirs. Sur le terrain, le front technologique s'élargit. Un virus informatique, baptisé Sima, vient de frapper les systèmes SCADA d'une raffinerie israélienne à Ashdod. Les flammes visibles depuis la côte méditerranéenne accentuent la sensation de chaos. Israël accuse l'unité iranienne Shahed 301, spécialisée dans la cyberguerre, puis évoque l'ombre du GRU russe. Moscou dément, tout en notant l'ironie d'un État expert autoproclamé en cyberdéfense pris à son propre jeu. À Riyad, le Conseil des ministres adopte une posture de funambule, il intensifie les contacts avec Washington pour préserver le parapluie militaire américain, tout en dépêchant son chef du renseignement à Téhéran afin d'éviter que le conflit ne déborde sur ses champs pétrolifères. Entre deux déclarations feutrées, l'Arabie saoudite révèle qu'elle retarde sa production de 2 millions de barils au jour, pour stabiliser les prix, geste salué par Moscou et Damoclès pour les économies occidentales. Dans les rues de Beyrouth, un immense portrait de Qassem Soleimani orne désormais la corniche en surplomb de la Méditerranée. Le Hezbollah organise des concerts de klaxons chaque fois qu'un nouveau rapport israélien confirme une panne de batterie Iron Dome. Sur les hauteurs du Golan, les forces onusiennes d'interposition enregistrent une augmentation de frappes d'artillerie de part et d'autre, les drapeaux bleus, déjà rares, se replient chaque nuit un peu plus vers des positions de fortune. Les milieux d'affaires européens évaluent le scénario noir. Si le détroit d'Ormuz se ferme, 38% du trafic conteneurisé Europe-Asie devrait contourner le cap de Bonne-Espérance, avec un surcoût logistique de 20 à 25 milliards d'euros par trimestre. Maersk et CMA-CGM placent déjà des commandes d'urgence pour des navires-citernes supplémentaires. Total Energy, pris entre ses intérêts sur South par en Iran et ses participations en Israël, suspend toute décision d'investissement et émet un profit warning qui secoue le CAC 40. Malgré le fracas mondial, la vie continue sous les missiles. À Téhéran, une vidéo devenue virale montre une équipe de volley féminine s'entraînant dans un parking souterrain, converti en salle de sport improvisée, le message sous-titré dit « Nous ne mettrons pas nos rêves en quarantaine ». À Haïfa, un saxophoniste joue What a Wonderful World devant une station de bus effondrée, tandis que des passants déposent des bougies et des fleurs pour les victimes civiles des deux camps. Dans une allocution télévisée nocturne, Ayatollah Ali Khamenei martèle que l'Iran ne recherche pas l'escalade pour l'escalade, mais ne reculera devant aucune menace existentielle. De l'autre côté, Benyamin Netanyahou, sous une lumière blafarde, promet une réponse d'une intensité que nos ennemis n'imaginent pas. Entre ces deux envolées, l'ancien secrétaire d'État John Kerry publie un tweet sibyllin, le moment Churchill vs. Kitchener approche, l'histoire retiendra qui a choisi la raison. Les rumeurs d'un sommet d'urgence à Muscat se précisent. Oman, traditionnel passe-plaidoyer entre Téhéran et Washington, envisage un format 5+2. Iran, États-Unis, Israël, Arabie Saoudite, Égypte, plus Russie et Chine comme garant.
Les sceptiques rappellent que tout cessez-le-feu précédent a volé en éclats, mais certains diplomates y voient l'unique soupape encore disponible avant une conflagration régionale totale. Les aiguilles avancent et l'impensable reste à portée de main. True Promise 3 n'est plus seulement une opération militaire, c'est un révélateur brutal de la mue géopolitique. Multipolarité assumée, la Chine et la Russie dictent l'agenda des pourparlers. Crise de dissuasion, la primauté aéronavale américaine est contestée ouvertement. Érosion des alliances, l'Europe s'inquiète, le Golfe s'émancipe, Israël doute pour la première fois de son protecteur historique. Reste une dernière inconnue, la capacité des sociétés civiles iraniennes, israéliennes, américaines, mais aussi libanaises, saoudiennes, européennes, à faire entendre une voix qui dépasse la logique de représailles. Si cette voix s'étiole, la promesse suivante risque de se décliner en projectiles hypersoniques, en sanctions transcontinentales, peut-être en confinement nucléaire. Et cette fois, il ne s'agira plus de défier un empire, mais de défier la survie même du monde tel que nous le connaissons.